Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ouais, c'est surtout messieurs quand je regarde les statistiques, et c'est bien la seule vidéo de l'année où je ne peux pas commencer par joueurs et joueuses, puisqu'aujourd'hui on va parler d'animation japonaise, et un tout petit peu de manga. Ça va être un bilan somme toute assez rapide, parce que cette année, je n'ai pas regardé grand chose. Alors je dis je, mais il y a une bonne partie des animés que nous avons regardés à deux, mais j'en parle tout seul. Donc je peux dire jeu pour le reste de cette vidéo. Ouais, il y a eu 12 séries de regarder, 2 films, donc ça va être assez rapide. Je peux pas vraiment dire que cette année, mon abonnement de Crunchyroll, je l'ai beaucoup rentabilisé. Même si c'est toujours moins cher que d'acheter des coffrets à l'unité, même si ce dont je vais parler n'est pas forcément disponible en coffret, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Bah écoutez, on est parti tout de suite. Hein. Oui, alors me voilà comme un débilou à devoir retourner un morceau de la vidéo, et en plus je suis en train de commencer à me choper mal à la gorge, c'est très pratique. Donc pourquoi je retourne ce morceau de vidéo? Parce que je me suis rendu compte que j'ai confondu dans la première version la deuxième partie de la première saison de Spy Family avec le début enfin avec la deuxième saison de Spy Family. Ce qui fait que je vous racontais l'arrivée du chien dans la famille, alors qu'en fait non, ça je vous en ai déjà parlé l'an dernier quand on avait regardé la deuxième partie de la première saison. Donc ici on est sur des nouveaux épisodes qui racontent la suite de l'histoire. Et en vrai j'ai pas grand chose à dire, là j'ai un peu jeté un œil aux différents épisodes de cette troisième partie de la série en fait. Alors c'est très bien, il n'y a aucun souci, pour rappel, Spy Family, si jamais vous connaissez pas, c'est l'histoire d'une famille un peu étrange, avec le père qui est un agent secret, la mère qui est une tueuse, la fille qui a le pouvoir de lire dans les pensées, et on rajoute un chien qui a la possibilité de voir l'avenir. Donc la petite fille peut lire dans les pensées du chien, et ça lui permet bien de sauver, j'allais dire le monde, faut pas exagérer, mais d'aider les gens. C'est drôle, c'est mignon, en particulier c'est l'héroïne qui porte la série, même si en même temps le père a quand même un certain poids, puisque lui il est agent secret, donc finalement tous les trucs d'un peu d'action, c'est lui qui va être au cœur de ce genre de scène, mais Anya, la petite fille, bah c'est elle sur qui repose tout le côté mignon et rigolo de la série. Et donc dans cette troisième saison, même si théoriquement c'est deuxième saison, mais bon c'est compliqué, bon bref, les épisodes 27 à 38 on va dire, c'est la continuité de ce qui s'est passé auparavant. Alors c'est divisé en deux parties. On a une première moitié qui sont des petits épisodes, généralement 2-3 histoires dans un même épisode, pas forcément centré sur les personnages principaux, des fois ça peut être centré sur des personnages un peu secondaires. Donc pourquoi pas. Et la deuxième moitié qui elle raconte plus une grande histoire où la famille se retrouve sur un paquebot et il va leur arriver évidemment des misères. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire que je n'ai déjà dit par le passé, mais Spy Family c'est vraiment très très bien. Si on regarde ça à deux et on aime tous les deux, c'est grand public évidemment. Et puis voilà, donc on attend la suite maintenant pour, il me semble, mars, avril si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a Free, rien à voir avec le fournisseur d'accès à Internet. Ici, c'est la troisième saison de l'animé Free, de son sous-titre Dive into the Future, que j'ai un petit peu oublié. Ça va être un petit peu le cas pour certaines deuxième ou troisième saisons de certains animés dont je vais parler cette année, à savoir qu'on est plus facilement marqué par le premier et moins par les suivants. C'est le cas de ce Free. Alors je crois pas que c'est un animé de cette année, il me semble que je me suis rendu compte qu'on l'avait loupé et on a rattrapé notre retard. Qu'est-ce que c'est Free? C'est l'histoire de 4 garçons, c'est du Kyoto Animation, pour commencer par le début, c'est du Kyoto Animation, donc l'excellent studio Kyoto Animation qui avait cramé il y a quelques temps, mais ils ont quand même continué malgré tout. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est un studio d'excellente facture, donc ça aurait été dommage que ça s'arrête. Et donc, Free, c'est un animé, comme vous pouvez le voir sur les images, de natation, dont l'une des particularités, outre le fait qu'il n'y ait que des beaux gosses dans l'animé, à part 2-3 personnages féminins, ce qui fait qu'on est quand même parfois un peu à la limite pas du yaoi, mais il y a un petit quelque chose entre les personnages, c'est quand même que des beaux gosses au corps bien marqué par
le sport qui les a taillés comme des... Je sais pas où je vais avec cette phrase, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais bon, c'est Kyoto Animation, donc il y a toujours une certaine qualité. Ah oui, le petit truc rigolo, c'est que les personnages principaux ont tous des prénoms de filles. Alors des prénoms, pas des prénoms de filles, mais des prénoms qui peuvent servir pour les deux sexes, mais qui sont principalement au Japon utilisés pour des filles. Donc voilà, la saison 3, elle est un petit peu... je sais pas, c'est pas forcément celle qui m'a le plus marqué, même s'il y a des trucs intéressants dedans, mais en gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas, si jamais, donc c'est ces 4 personnages principaux, mais alors ici, on se concentre... Enfin, il y a un héros, le héros un peu taciturne, pour être poli. C'est pas un gros con, mais c'est vraiment voilà, le personnage qui est ancré dans son monde, tout ce qu'il veut c'est nager. Cette 3e saison est pas inintéressant dans le sens où le héros va tomber face à un mur, hein, il va tomber sur un adversaire plus fort que lui, et bon, lui qui était jusqu'à présent très bon, bah, il se rend compte qu'il est pas si bon que ça, qu'il y a encore du chemin à faire, mais je sais pas, c'est, comment dirais-je, la saison elle s'arrête un petit peu, enfin... on a envie de savoir la suite, alors sur une saison 4 je suis pas sûr, je sais même pas s'il y avait un manga à la base, je suis pas vérifié, mais on est un peu, voilà, ça raconte quelque chose, mais on voudrait savoir la suite, mais on n'a pas la suite. Mais ça reste une très bonne saison néanmoins, hein. Je veux dire, si vous avez vu les 2 premières, il faut voir la 3e. Hein. Shikimori-san n'est pas juste mignonne. Je vous fais pas le titre en japonais, hein, en français ça ira très bien. Alors je vous disais juste avant que Free était frustrant, mais c'est rien en comparaison de Shikimori. Hein. C'est une comédie romantique avec un héros un peu loser, qui est gentil, un gentil garçon, voilà, mais ça sent que c'est un loser, qui sort avec une fille qui est absolument magnifique. On va savoir pourquoi ils sortent ensemble, enfin ça n'a rien d'extraordinaire quoi, mais outre le fait que cette fille soit jolie comme tout, elle est très très forte, hein, elle est balèze, c'est elle qui défend, c'est elle le mec du groupe si je puis dire, de manière un peu ironique, c'est elle qui intervient quand il faut, qui envoie balader les autres. Mais je vous disais que la saison 3 de Free était frustrante parce qu'on n'avait pas toutes les informations, bah là c'est encore pire, parce que on sent que le personnage de Shikimori a quelque chose, un passé, je ne sais pas, d'où lui viennent ses capacités. Ben on sait pas, on n'en saura pas plus, et c'est frustrant. Ça reste, pour les comédies romantiques hein, qu'on a regardées cette année, alors je le dis le truc tous les ans, je le redis encore pour les nouveaux venus, on va dire, à savoir vous allez voir qu'il y a beaucoup de comédies romantiques dans la sélection, pour plusieurs raisons. C'est que ça fait quelques années où, autant avant je pouvais être fan de Gundam, ce genre de choses, des trucs assez violents, beaucoup moins maintenant. Alors j'ai rien contre la violence, j'ai rien contre les combats, il va y avoir aussi des trucs de combat, mais les trucs, la violence dure, très crue, genre quelqu'un qui se fait tuer de manière très, très froide et très glaciale, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin en ce moment. Hein, je préfère regarder des animés pour me détendre, pour me changer les idées. Donc des comédies, ça me va très bien. Et puis comme il y a une bonne partie des animés qu'on regarde avec madame, bah on met souvent des comédies romantiques. Par moments c'est un peu dangereux, hein, parce que tout ne se vaut pas. Hein. Il y a des fois on se fait avoir, hein. Les notes sur Crunchyroll sont exceptionnelles, sur MyAnimeList c'est la même chose, et puis au final on regarde le truc, on fait ouais, bon ok, ça vaut pas un 9 sur 10. Bon, dans le cas de celui-ci, ça va, ça reste sympa, ça reste regardable, ça reste rigolo par moment. Maintenant, c'est pas un truc qui m'a marqué, hein. Je l'ai regardé avec plaisir. Le trait est joli, hein, les designs sont inspirés, mais mis à part le pitch de base, je saurais pas vous dire quoi que ce soit d'autre concernant l'animé. J'ai oublié les personnages, j'ai oublié ce qui se passe, j'ai oublié... je sais pas. Ceci étant, bon, ça se finit pas... Enfin, une saison 12 épisodes, donc on n'a pas la fin, donc s'il y a une deuxième saison, bon bah, il faudra voir ce que ça dit. Alors, 16-bit Sensation, comment c'était quoi le nom déjà? 16-bit Sensation Another Layer. J'en avais parlé vite fait là, dans la vidéo de l'an dernier, parce que j'étais en train de le regarder, cette fois-ci je l'ai fini, je vais pouvoir vous en parler. Et je suis un petit peu partagé avec ces 16-bit Sensation. Il y a des choses qui sont... Non, c'est pas qu'il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont pas bien, c'est que ça commence très bien et ça finit de manière un peu mouais. À savoir que le pitch de base, c'est une développeuse dans un studio de jeux vidéo,
qui rêve de faire le meilleur jeu qui soit, et puis un jour elle va tomber sur une boutique où une vieille mémé va lui filer un sac avec des vieux jeux vidéo, puis à chaque fois qu'elle va ouvrir le jeu vidéo en question, et ben, elle va être téléportée à l'époque de la sortie du jeu. Donc des jeux sortis dans les années 90, 2000, ce qui, pour un rétro gamer, pourrait sembler pas si vieux que ça, mais pour un animé de 2020 et quelques, et ben même les années 2000, hein, c'est déjà très très vieux. Hein. Il y a des jeux qui sont des classiques dedans, mais qui ont vieilli, hein, forcément. Donc elle se retrouve projetée, et à chaque fois, dans les années, que ce soit les années 90, 2000, elle va retomber sur le studio de développement qui se trouvait dans les locaux où elle bosse, et puis elle va découvrir comment ça se passait 30 ou 20 ou 30 ans auparavant. Donc l'animé est une comédie qui est assez sympa, l'héroïne est pleine d'énergie, alors sa voix m'énerve, mais à côté de ça, elle est... ça reste une héroïne, c'est quoi le contraire d'antipathique ? Appréciable, c'est une héroïne appréciable, et les autres personnages le sont tout autant. L'anime a un petit côté Genshiken, on se retrouve projeté dans le passé. Alors Genshiken, ça se déroulait dans une période donnée. C'est un vieil animé maintenant, Genshiken, hein, début des années 2000. Dans Genshiken, on suivait un groupe de geeks qui s'étaient réunis en groupe extrascolaire, un truc du genre, et c'était très ancré dans la culture otaku. Et là c'est la même chose, il y a ce retour hein, dans les années, dans cette période avec les PC 88, PC 98, ce genre de choses, avec cette espèce de souveraineté de l'ordinateur japonais hein, qui semblait pouvoir tout faire. Alors évidemment, après ils ont été rattrapés par les PC, mais voilà, il y a ce côté, il y a un parallèle entre les deux séries où on a un peu quelque chose qui y ressemble. Et la moitié de la série de 16-Bit Sensation est très agréable, hein, voilà, il y a les allers-retours, on voit comment c'était avant, il y a quelque chose de plaisant, et puis après, bon bah, qui dit aller-retour dans le temps, dit un petit peu SF, et ça dévie sur quelque chose, ça essaye le scénario essaye de prendre de l'ampleur, mais ça a quelque chose de ridicule. Je ne veux pas vous spoiler ce qui se passe à la fin, mais il serait resté à se focaliser sur un petit groupe à qui il arriverait des merdouilles, ça aurait été sympatoche. Là ils essayent d'étendre tout ça, et l'animé se perd malheureusement sur la fin. Dommage. Freerun, de son petit nom complet, Sosono Freerun, ouais il y a un autre nom, je sais plus. Bon, Freerun, qui est le meilleur animé de l'année, parmi les animés que j'ai terminés, hein, donc sans compter les animés en cours de visionnage. Pareil, celui-ci je vous en avais parlé vite fait l'an dernier, mais j'ai eu le temps de finir durant l'année 2024, donc je vous en parle, je vous donne mon avis définitif sur Freerun, et en 2 mots, c'est génial. Enfin, une lettre en apostrophe, un verbe et un mot, c'est génial. Si jamais vous ne connaissez pas Freerun, c'est l'histoire d'une elfe. Alors, ça commence. Le premier épisode, en fait, c'est... elle est avec des aventuriers, avec 3 aventuriers, un héros, un prêtre et un nain, qui rentrent dans un bar, non c'est pas ça. C'est un groupe d'aventuriers qui doivent battre le méchant roi démon, et puis dans le premier épisode, ils le battent. Voilà. Fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire, justement. Des années plus tard... Freerun retrouve le héros, et elle le retrouve au moment où il décède. Alors que elle, étant une elfe, hein, forcément quelqu'un qui ne montre pas tellement ses sentiments, et qui, accessoirement, a une durée de vie, on ne dit pas durée de vie pour les gens qui vivent, hein, mais vous avez compris ce que je voulais dire, a une espérance de vie excessivement longue, elle se rend compte, tout à coup, que cet ami qu'elle connaissait depuis des années l'a quitté, alors que pour elle, c'est 40 ou 50 ans qui se sont écoulés, ça a été un battement de cils. Donc l'animé commence là où on penserait qu'il devrait finir, pas du tout. Elle repart en voyage, elle va faire la connaissance de plusieurs nouveaux compagnons, dont notamment une jeune fille qui est une magicienne extraordinaire, et un jeune garçon qui est un combattant lui aussi incroyablement fort. Et puis ils vont partir à l'aventure. Et outre le fait que c'est un animé d'heroic fantasy qui raconte un pèlerinage, si je puis dire, qui se déroule à travers un pays, Freerun, c'est surtout et avant tout un animé qui parle du temps qui passe, de notre rapport au temps, de notre rapport aux gens. Nous, on voit les gens autour de nous vieillir en même temps que nous, on sait que c'est comme ça, c'est inéluctable, on peut rien faire, on peut pas faire autrement. Et là, on a cette vision un petit peu décalée avec ce personnage principal qui ne vieillit pas, qui vieillit très lentement en tout cas,
qui voit les gens autour d'elle qui se prennent des années et elle commence à le comprendre petit à petit. C'est bien à tous les niveaux Freerun, c'est bien déjà parce que techniquement c'est très joli, au niveau du scénario c'est bien raconté, il y a des idées qui sont très intéressantes, hein. Et puis voilà, c'est pas juste un bête animé d'Heroic Fantasy, hein, c'est aussi un animé qui a un message et qui porte une réflexion sur notre propre mortalité, et c'est vraiment très intéressant, et pas déprimant pour autant. Donc là, j'attends la saison 2, avec impatience. Et surtout que c'est cool, parce que Freerun, c'est un animé en 38 épisodes, un truc du genre, donc c'est un format un peu, un peu allongé, évidemment. Et ça doit être fait exprès, en fait. Mais bon, voilà. C'est vraiment le truc à voir, celui-ci, hein. Do It Yourself, un animé intéressant qui me fait penser à plusieurs choses, en fait. De quoi ça cause, Do It Yourself? C'est l'histoire il y a une héroïne à la base, je me demandais plus son nom, je l'ai complètement oublié. En fait, elle est fan de Do It Yourself, de DIY, de faire des trucs avec ses mains, de construire elle-même ses propres meubles, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, elle est pas douée, elle est toujours... elle est très tête en l'air, alors elle est toujours à moitié débraillée, elle a des pansements partout parce qu'elle n'arrête pas de se blesser. Mais c'est un personnage attachant qui a envie de bien faire. Et alors, elle arrive dans son nouveau lycée, un truc du genre, où il y a justement un club de do-it-yourself. Comment dire en français ? De bricolage, ouais, un club de bricolage. Un club de bricolage qui est en train de péricliter parce qu'il n'y a pas assez de membres. Ah bah vous imaginez bien que le personnage principal qui est plein d'entrain va réussir à réunir autour d'elle un casting bigarré et coloré, bien évidemment. Et ça passe notamment par sa voisine, dont elle était très très proche étant enfant, et puis les deux se sont séparés petit à petit, sachant que la voisine est une vraie grosse bosseuse qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir entrer dans le lycée situé à côté de celui de l'héroïne, qui est le truc le meilleur du meilleur, où tous ceux qui veulent un véritable avenir doivent absolument entrer. Donc elles sont un petit peu séparées, mais elles partagent quand même toujours cet amour du DIY, du bricolage, ce qui va les réunir petit à petit. Tout finit bien, évidemment. Mais bon, évidemment, il n'y a pas que ça, non, il y a les différents personnages qui vont se rajouter. Il y a la chef du club, qui elle, déjà, c'est un peu la grande sœur, hein, qui fait ça depuis des années, qui va aider tout le monde. Il y a la petite mignonne qui ose pas, mais qui a toujours des bonnes idées, etc., etc. C'est le genre d'animé hyper feel good, évidemment. C'est très plaisant à suivre, c'est pas gnangnan, c'est pas cucu. C'est une bonne surprise. Alors pas le meilleur animé du monde, mais j'ai passé un bon moment devant, et je ne peux que le conseiller. Et quand je disais que ça faisait penser à différentes choses, alors au niveau du design, ça me fait penser à un animé que j'ai jamais fini et que je devrais finir, qui s'appelle Denocoil. Ça doit être ça. Si je me plante, je le marquerai à l'écran. Il y a un petit peu de ça au niveau de la patte graphique de l'animé. Et puis sinon, au niveau de la narration, hein, on est sur quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Ça rappelle Bocchi the Rock, K-On!, ce genre de choses, avec des personnages féminins plein d'énergie, ce genre de choses. Donc ça reste plaisant à suivre, hein, c'est feel good évidemment. On va passer sur un des 2 films d'animation que l'on a vu cette année. Je me suis rappelé soudainement que j'avais plein d'animés, plein de films d'animation à voir qui traînaient, et qu'il fallait absolument que je le fasse. J'ai un retard pas possible dans tout en fait, vous le savez. Et donc on a regardé 2 films, et le premier c'était My Miracle, qui est un film de je sais plus qui, bougez pas. Alors c'est un film du studio Madhouse qui était sorti en 2009, ça ne nous rajeunit pas. Je ne sais pas si... Non, ça fait pas depuis 2009 que j'ai le Blu-ray, hein. C'est simplement que... Je pense qu'il a mis un petit bout de temps à sortir, ça fait pas des années qu'on en entend parler. Ou alors c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, ce qui est possible aussi, parce que ça fait des années que je ne suis plus avec autant d'assiduité les sorties en animé, que ce soit en série ou en film ou ainsi de suite. Alors My Miracle, c'est un petit côté Ghibli, dans le sens où c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui se rencontrent. Ça se déroule dans le Japon profond de, je ne sais plus, les années 50, 60, quelque chose du genre. Bref, c'est pas moderne, ça se passe il y a quelques dizaines d'années.
Donc on est en pleine cambrousse japonaise. Donc, là on a l'héroïne qui elle est du coin, hein, c'est la petite fille qui connaît tous les recoins planqués du village. Et il y a une jeune fille de bonne famille qui débarque dans le coin parce qu'il y a une usine qui est pas loin, et puis son père a un poste important, blablabla. Bla. Et les deux vont devenir amis alors que de base, c'était pas gagné. Et j'ai oublié pas mal de choses. Et il y a comment dirais-je, des allers-retours présents, passés, où il y a une histoire dans l'histoire avec des flashbacks par rapport à une histoire que la jeune fille, que l'héroïne connaît, donc ça fait des allers-retours entre le passé et le présent. J'en garde un bon souvenir sans que ça m'ait énormément marqué, c'est un petit truc plaisant qui dure pas très longtemps, peut-être quoi, une heure et demie, un truc du genre. Ça reste conseillé, hein. Alors évidemment ça n'a pas le niveau d'un Ghibli, mais ça reste quelque chose de très dépaysant, de très joli, donc j'ai bien aimé quand même. Alors, A Condition Called Love. Je vais être honnête, hein, celui-ci, je vais pas vraiment vous le conseiller. Hein, c'est pas le pire animé du monde, mais c'est pas le meilleur que j'ai vu cette année en tout cas. Donc je vous en parlais en début de vidéo, à savoir qu'il y a des choses qu'on regarde avec madame et en disant ça va être bien parce que les notes sont bonnes, et puis au final on se demande pourquoi. Par exemple, c'est le cas de celui-ci. Alors on se fait avoir, hein, parce qu'on commence les animés, alors des fois je me dis, bon c'est son style, donc on va voir, mais moi ça me plaît pas trop. Et puis venu le 9e épisode, je lui demande t'avais aimé, elle me dit non, il dit bon on est aux 3/4 de l'animé donc on le finit. Mais là c'est un drama, mais en animé, hein, avec une jeune fille qui connaît rien à la vie, avec le beau gosse du lycée qui tombe amoureux d'elle, et puis lui il est un petit peu dans son monde à lui, hein, à savoir qu'il tombe amoureux d'elle, mais tout à coup il s'arrête de vivre et il n'y a plus qu'elle qui a de l'importance à ses yeux, mais elle, elle a jamais connu l'amour, donc forcément elle sait pas comment s'y prendre, et puis elle sait même pas si elle est amoureuse de lui, alors que... L'anime essaye un petit peu d'entretenir ça avec un truc du style... ouais, ils pensaient ne pas se connaître, mais en fait ils se sont connus quand ils étaient jeunes, mais de toute façon ça va... Ouais, il me semble que les révélations sont juste suggérées, elles ne sont pas énoncées, en tout cas... Les deux personnages ne se rendent pas compte qu'ils se sont connus des années plus tôt, donc on sait que ça va donner quelque chose, on sait que ça va exploser le jour où ils vont se rendre compte, mais dans cette première saison, il n'y a rien du tout, donc c'est un pétard mouillé pour l'instant, et c'est même pas très joli, c'est même pas très bien animé, enfin c'est pas moche, mais c'est juste, c'est assez lambda. J'ai pas souvenir, si, il y a quelques épisodes qui sont moches, donc voilà, c'est, non. Il y a un film de Yulu Camp et je l'ai même pas vu. Faudrait que j'attrape ça. Bon alors, la saison 3 de Yulu Camp. Petite déception. Alors c'est pas catastrophique, mais petite déception par rapport aux 2 premières saisons. Déjà, Yulu Camp, de quoi ça cause? C'est l'histoire de jeunes filles qui font du camping. On a d'un côté une qui est à fond dedans, qui est un peu taciturne, hein, qui fait les trucs de son côté, et de l'autre on a... la jeune fille mignonne qui découvre ça et qui décide d'y aller à fond. Puis forcément les deux sont très différentes, mais elles vont finir par devenir amies. Et la saison 3 est... alors décevante on va dire, parce que il y a des très jolis décors, hein, ça donne envie de prendre son sac à dos, de monter dans sa voiture et d'aller faire du camping dans un lieu inconnu. Alors pas au Japon forcément, parce que ça fait un petit peu loin pour y aller en voiture, mais ça donne envie de s'y mettre, hein, ça a l'air très sympatoche. Mais étant donné que les 2 premières saisons se concentraient sur les personnages en introduisant les personnages, ici cette 3e saison se concentre plus sur les paysages. C'est joli, mais c'est pas très entraînant, quoi. Alors il se passe des choses, hein, mais c'est plutôt... on a 3 petits groupes qui vont chacun de son côté. On a d'un côté celle qui fait les trucs toute seule, on a l'autre côté celle aux cheveux roses, hein, qui part avec je sais plus qui, et de l'autre côté on a encore un autre groupe qui... Bon bref, voilà, il y a 3 groupes qui font des trucs de leur côté, puis elles s'envoient des messages en disant « Ouais, je suis là, regarde, c'est joli, blablabla, blablabla. » Et puis c'est comme ça tout du long, c'est comme ça pendant 12 épisodes. Donc, si vous avez regardé les 2 premières saisons, oui, regardez la 3e, hein, mais c'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien.
Après voilà, c'est le genre de truc que je regarde avant de m'endormir, donc au moins c'est relaxant, ça je peux pas lui enlever ça, mais ouais, déception. Deuxième film d'animation vu cette année, c'est Oko et les fantômes. Alors c'est rigolo, celui-ci. Je me suis fait avoir, je me suis fourvoyé. À savoir que j'avais acheté une première fois, durant les soldes, le film, puis en faisant du tri dans les animés, je me suis rendu compte qu'à côté de ça, j'avais acheté un coffret où il y avait le film et la série animée. Donc j'ai acheté 2 fois le film. Voilà, c'est le problème des soldes, hein, et puis surtout c'est le problème de ne pas mettre sa liste à jour directement. Donc, Oko et les fantômes, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'animation, en tout cas pour ce que j'en ai vu. On n'a pas encore regardé la série. C'est un petit truc sympatoche, rigolo, mignon, avec une jeune fille qui se retrouve à filer un coup de main à sa grand-mère dans une auberge située dans la cambrousse japonaise, la campagne japonaise plutôt devrais-je dire. Par contre celui-ci est récent, au moins, voilà, hein, c'est vrai qu'on parle souvent de la campagne japonaise, mais pour une fois c'est dans un setting récent, ça nous change si je puis dire. Donc Oko elle a une particularité, comme le dit le titre, c'est qu'elle peut voir les fantômes. Il y a des fantômes, il y a notamment le fantôme d'un jeune garçon qui était ami avec sa grand-mère lorsque celle-ci était enfant, et donc elle peut le voir, elle peut parler avec, mais évidemment les adultes ne peuvent pas voir les fantômes. C'est quelque chose de gentil, de mignon, de rigolo aussi. Il y a une espèce de petite rivalité entre l'héroïne et... donc l'héroïne qui est la petite fille de l'aubergiste, c'est la petite auberge de famille, hein, comme on en voit souvent dans les animés. Puis à côté de ça, il y a le truc de standing où elle va faire la connaissance de la fille du patron, qui est un petit peu une petite pain-bêche, quoi, mais évidemment, elle est pas sympa dans un premier temps, mais sur la fin, ça ira bien, vous imaginez bien. Après, voilà, ça reste joli, c'est pas le plus grand film d'animation du monde, mais on a passé un bon moment devant, ça occupe le temps, ça occupe quelques temps de jolie manière, si je puis dire. C'est pas du tout une horreur à regarder. Je suis toujours à la bourre dans Demon Slayer. Cette fois-ci, j'ai rattrapé... comment ça s'appelle? C'est le village des... Comment il s'appelle? Les forgerons. Le village des forgerons, bien évidemment. Alors chaque arc met en avant un ou deux piliers différents. Ici, c'est le cas de... J'ai perdu leur nom, bien évidemment. Je ne retiens absolument aucun nom dans cet animé. Hein. Même si à part Tanjiro et Shinnosuke, le reste ne me demandez pas. Non, c'est même pas une Shinnosuke, c'est Zenitsu. Ouais. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu. Ouais, j'ai dit une connerie en plus juste avant. Je suis sûr que les fans vont me... Je suis sûr qu'il va me faire taper sur les doigts. Bon, bref. Donc on a le pilier de l'amour, Mitsuri Kanoroji. Et le pilier de la brume, Muichiro Tokito. J'ai bien aimé Mitsuri Kanoroji. Elle a de sacrés arguments. Voilà, c'était la blague bof. Bon, bref. Que dire sur ce nouvel arc? Alors, comme tous les arcs... Ah, comme tous les arcs. Non, je ne sais pas comment celui-ci a été reçu, mais alors... je ne peux évidemment rien spoiler, mais alors si vous l'avez vu en entier, la fin quoi, putain, le truc m'a filé des frissons hein, sur le dernier épisode, avec le combat contre le démon, et puis surtout ce qui se passe en parallèle à ça, pouah, hein, j'ai envie de dire. Alors évidemment, je peux pas en dire plus, hein, mais si vous savez, vous savez. Donc voilà, il y a des petites longueurs par moment, encore que l'arc se finit en 11 épisodes, ça arrive à encore aller assez vite, même si à chaque fois, Ufotable, voilà, à chaque fois j'oublie le nom du studio. Ufotable nous fait encore, je crois que le premier et le dernier épisode sont des épisodes de 40 minutes. Ils aiment bien ça, hein. Les mecs, au lieu de faire un petit épisode de 20 minutes toutes les semaines, quitte à ce que la saison fasse 13 épisodes, non, ils te collent 2 épisodes de 40 minutes, ils savent qu'ils vont en chier, parce que les mecs, quand même, ils te font un boulot de malade. Je veux dire, au niveau de l'animation, Ufotable, pour moi, alors... Il y a d'autres studios qui font des très bons trucs, mais parfois c'est un petit peu stylisé. Là, les mecs, ils te font des machins qui partent dans tous les sens, avec des effets de folie et des caméras qui tournent de partout, alors qu'on reste sur un style de dessin toujours réaliste. Alors, pas réaliste, on se comprend, hein, quelque chose de classique, hein, c'est pas quelque chose avec des traits très stylisés, des déformations et des machins un peu simplifiés pour t'en mettre plein la vue, comme c'est le cas avec les animés de...
Le nom me revient pas, mais Ping Pong, voilà, ah putain, oh ça m'énerve ça m'énerve. Il y a une époque, je les connaissais les noms. Alors, Saro, Saiyan Saro. Masaaki Yuasa, les animés de Masaaki Yuasa, voilà. Qui sont très très bien, mais c'est vrai que voilà, on est sur des choses un peu où le style des dessins est déformé, mais c'est très très bien aussi. Mais voilà, Ufotable, putain, depuis Fate Stay Night Unlimited Blade Works, j'adore. Honnêtement, franchement, j'adore. Kyoto Animation, voilà, aussi faisait des trucs très très bien, mais au niveau action, je pense que Ufotable, c'est ceux qui se démerdent le mieux. Il n'y a pas à tortiller du popotin. Donc, je ne vais pas plus rentrer dans le détail que ça, hein, de l'animé, hein, puisque je ne suis pas youtubeur manga, je ne vais pas m'étendre outre mesure, et puis surtout ça fait quelques mois que j'ai fini, donc ouais, franchement. Mais je mets du temps à les regarder, ça m'énerve, hein, parce que j'adore ça, mais je mets du temps, et voilà. Et il y a la dernière saison qui a été diffusée, et il faut que je la regarde, hein, mais j'ai pas encore eu le temps de la regarder, donc j'imagine que je vous en parle l'année prochaine. Rurouni Kenshin. Alors c'est très rigolo, hein, parce que ça fait des années que j'ai les coffrets de la première saison qui traînent sur les étagères, je ne les ai jamais regardés. Par contre, le remake qui est sorti en 2023, eh ben, on se l'est maté. Alors pour le moment, la première saison, hein, qui reprend le premier arc, il y a la deuxième saison qui a commencé, qui reprend le second arc, à voir s'ils feront une troisième saison avec le troisième arc. Mais en attendant, eh ben, cette version Rurouni Kenshin remise au goût du jour, c'est très plaisant. Alors c'est un truc hein, qu'ils font beaucoup en ce moment, puisqu'on a Lamu que j'ai pas encore regardé, Ranma que j'ai pas encore regardé, ça me titille, hein, mais il faut trouver le temps de faire, et Kenshin on l'a regardé. Au moins avec Crunchyroll c'est plus facile, hein, il suffit de mettre sur le Chromecast, hein, et puis voilà. J'ai pas Netflix, donc forcément les deux autres il faut d'autres moyens pour les regarder. Bref, Kenshin, quoi dire, c'est un vieux manga, alors je pourrais vous parler de Kenshin, hein, parce que c'est pas le premier manga que j'ai lu, mais c'est un des premiers. Et alors je me rappellerai toujours de... j'avais découvert la première OAV au Cartoonist, certainement en 1998 à Toulon. Ils avaient diffusé... alors c'était pas dans la grande salle, hein, c'était genre, ils avaient fait une petite... un petit coin avec des chaises, il y avait un écran un peu plus loin. Ils avaient diffusé la première OAV de Kenshin là-dessus. J'ai vu l'épisode. Je me suis dit, demain, je commence le manga. Bon, le manga est très différent au final hein, de l'OAV, parce que le manga est comique, là où l'OAV, je vous parle des toutes premières OAV, hein, je sais plus leur nom précis, mais celles qui racontent le passé de Kenshin, qui sont vraiment hyper sombres, avec la musique, mais incroyable, de Taku Iwasaki. En 20 minutes, je suis tombé amoureux des OAV et de la musique. Pouah. Et donc j'ai commencé le manga dès le lendemain, et voilà, donc c'est quelque chose de marquant au niveau de ma culture manga, si je puis dire. On ne reviendra pas sur le créateur hein, qui a fait des frasques dans la presse japonaise, évidemment. Hein. Faut séparer l'homme de l'œuvre, non, on va pas rentrer là-dedans. Donc Kenshin, voilà, si jamais vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un ancien samouraï qui a à moitié rangé son arme. Hein. C'est au début de l'ère Meiji où les samouraïs n'ont plus le droit de porter une arme. Lui, il continue, mais néanmoins, il a un samouraï à la main inversée. Et donc, c'est un des plus grands assassins de l'ère précédente. Il a décidé de ranger son arme et de devenir un vagabond, mais il va très vite être rattrapé par son passé. Je peux pas comparer avec la série originale puisque je ne l'ai pas vue. Par contre, c'est vrai que bah, ça reste quelque chose de très joli, c'est dans l'air du temps, hein, c'est efficace, c'est bien dessiné, c'est bien animé, donc de ce côté-là il n'y a aucun souci. Le premier générique est très sympa, alors c'est un genre de hip-hop, mais ça colle bien finalement avec le style, hein, la musique est entraînante. Hein. Donc je ne peux que vous conseiller, si comme moi ça fait des années que vous n'aviez pas lu le manga, et ben, vous pouvez vous mettre à l'animé, puis si vous n'avez jamais lu le manga, et ben, mettez-vous à l'animé. Peut-être que l'an prochain, je vous parle de la saison 2. Konosuba, ou de son petit nom, Konosubarashi Sekai ni Shukufuku. Un animé qui commence à avoir quelques années maintenant, parce qu'on en est déjà à la 3e, 4e saison, je ne sais pas, mais pour le moment, j'ai regardé la première. Il me semble, si je ne m'abuse, qu'à la base, c'était sur ADN, ou je sais pas quoi, un truc du genre, mais comme les différents services de streaming d'animé ont plus ou moins tous été rachetés par Sony et incorporés à Crunchyroll,
je vous dis ça à la louche, hein, je rentre pas dans le détail. Bah, en gros, voilà, Konosuba, il me semble qu'il n'était pas chez Crunchyroll à la base, et puis là, bah, il y est dedans, donc je me suis dit, pourquoi ne pas le regarder? C'est un animé, ça fait longtemps que je me dis que je dois le voir, et j'avais besoin de rire, et l'animé est là pour ça. Alors, c'est un isekai, somme toute assez classique hein, dans le pitch de base, avec un héros qui meurt, qui est accueilli par une déesse, qui lui propose d'être renvoyé dans un autre monde où il pourra faire ses preuves. Il a le droit à un seul vœu, et il décide en fait de demander comme vœu que la déesse en question l'accompagne dans le monde, dans l'autre monde. Et c'est accepté. Et donc après ça, ils vont débarquer dans un monde typé Heroic Fantasy, ils vont être des héros en devenir. Ils vont faire la connaissance d'une jeune magicienne qui n'a qu'un seul sort, qu'elle peut utiliser une fois par jour, et quand elle l'utilise, elle ne peut plus faire d'autres actions jusqu'à la fin de la journée, ainsi qu'une paladin sadomasochiste. Ah, et le héros est un geek, et la déesse... Qu'est-ce qui la qualifierait le plus? À part qu'elle passe elle passe son temps entre se la péter et chialer. Voilà. Donc c'est un animé humoristique, avec un humour très japonais, très concon. Alors il n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, ou plutôt devant tous les yeux devrais-je dire, parce que par moment, fréquemment, il y a du fanservice. Alors il y a quelques épisodes qui sont quand même assez gênants, que vous ne pourrez pas regarder en famille par exemple. Dans l'ensemble ça va, ça passe. Et c'est pas montrer du cul pour montrer du cul, hein. De toute façon, à chaque fois c'est pour faire rire. Genre il y a un épisode avec des succubes et le mec étant un gros loser, bah il va pas savoir résister. Donc ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. À côté de ça, ça va un petit peu dans tous les poncifs de l'Heroic Fantasy, hein, avec des démons, des créatures, des machins. Mais à chaque fois ça se passe mal. Hein. Ils vont à la chasse aux grenouilles, qui sont des grenouilles gigantesques, et puis les filles vont toujours finir par se faire avaler par les grenouilles et vont se retrouver dégoulinantes et pleines de bave, et elles vont se mettre à... la déesse va toujours se finir en chialant, et voilà. Non, c'est très rigolo. Si vous avez besoin de rire et que vous aimez bien l'humour à la con japonais, c'est à tenter, évidemment. L'anime est connu et c'est bien pour une raison, donc je suis très content d'avoir commencé. Là, j'en suis à la 2e saison. Bah, je vais pas rentrer plus dans le détail de la 2e saison, puisque c'est la suite de la première. Un point, c'est tout. Donc peut-être que je vous en reparle l'année prochaine si j'ai fini. Continuer, en tout cas, ça c'est certain. Et on va finir les animés terminés avec, j'ai perdu son nom, Alia sometimes hides her feelings in Russian, ou Tokidoki bosoto rishago de dereru tonari no Alia-san, ou Alia cache ses sentiments en russe, un truc du genre, je ne sais plus. Qui est aussi une comédie romantique qu'on a fini donc il n'y a pas longtemps. On a un avis partagé avec madame sur celui-ci, à savoir qu'elle n'a pas trouvé ça top. Moi ça m'a pas dérangé. C'est pas la meilleure série du monde, mais c'est pas non plus désagréable à suivre. Donc c'est l'histoire, ça se concentre sur un couple de héros, forcément pour une comédie romantique ça vaut mieux. Elle est russe, c'est une Russe qui vit au Japon. Lui, c'est un garçon qui, de prime abord, semble un peu ne rien en avoir à faire. Hein. Il est du genre à dormir en cours, ce genre de choses. Mais en fait, il cache bien son jeu, puisqu'en fait, c'est un super intello qui sait quoi dire, quoi faire quand il faut. Comme le dit le titre, en fait, de temps en temps, eh bien, elle parle en russe, parce qu'elle est persuadée que personne ne la comprend. Sauf que, manque de bol, on apprend que lui, il a appris le russe dans son jeune temps, parce que quand il était petit garçon, eh bien, il avait une de ses amies qui était russe au Japon. Quelle est la probabilité que ce soit deux personnes complètement différentes, évidemment? Alors, vu que là on est juste sur une première saison de 12 épisodes, on voit le truc venir gros comme une maison, hein, mais il n'y a pas les révélations. Là c'est vraiment que la mise en place des relations entre les personnages. Il y a d'autres personnages qui se rajoutent. Le héros a une sœur. Alors, une sœur un petit peu particulière, les deux sont issus de bonnes familles. Alors, une bonne famille un petit peu compliquée où les parents sont divorcés, la sœur a été élevée par le grand frère et lui, il est en froid avec sa mère et ce genre de choses. Un petit peu compliqué. Et la sœur est quelque peu déviante, on va dire. Elle est quand même limite à faire des sous-entendus graveleux avec son frère, alors on sait jamais si elle fait ça pour le titiller ou si elle a quelques problèmes.
Et lui, il répond, il l'envoie pas vraiment bouler, alors c'est un petit peu tendancieux leur relation, hein, c'est compliqué. À côté de ça, on a la fille, l'héroïne russe, qui a aussi une sœur qui est russe également. Alors c'est assez rigolo, parce que dans les souvenirs du héros, quand il se souvient de la fille russe en question, c'est marrant parce qu'elle avait la même couleur de cheveux que la sœur de l'héroïne. Ah là là, dis donc. Mais ça serait peut-être pas aussi simple que ça, à mon avis. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer, on se demande bien. Après, c'est une série que j'ai bien aimée pour un truc tout con, qui est que c'est le genre de héros que j'aime bien. À savoir un héros qui de prime abord est un gros loser, mais en fait qui cache bien son jeu. Il est beaucoup plus intelligent que ce qu'il laisse paraître dans un premier temps. Donc voilà, c'est rigolo de le voir un petit peu manipuler les autres, pas méchamment, mais il est toujours là, il sait quoi dire et quoi faire au bon moment, donc je trouve ça assez appréciable. En plus, le design des personnages n'est pas désagréable, donc ça ne gâche rien. Donc à voir s'il y a une saison 2. C'est pas le meilleur truc du monde, mais sur les différentes comédies romantiques qu'on a vues cette année, c'est certainement une des moins pires, voire une des meilleures. C'est tout pour les animés que l'on a terminé. Vite fait, 2 animés qui sont en cours, et on a... Puella Magi Madoka Magica Side Story. Alors, pour être précis, on a regardé la première saison, mais pas la suite, parce que... alors quand je dis première saison, c'est première saison première saison de la deuxième série, hein. On avait regardé il y a Puella Magi Madoka Magica original il y a quelques années. Et donc je disais, on a regardé la première saison mais pas la suite parce que c'est moins bien que l'original en fait. C'est moins bien à tous les niveaux. Autant la première série de Madoka, il y avait quelque chose de... Ça avait quelque chose d'unique, hein. C'était entre l'écriture très sombre pour une série de Magical Girl et un design très inspiré qui mélange différentes techniques. Ça donnait quelque chose d'assez unique, mais là, cette nouvelle série, en fait, elle fait la même chose, et c'est ça le problème, c'est donc... y a rien de neuf. Et accessoirement, c'est une série qui est assez déprimante, donc c'est pas une série qu'on a envie de regarder forcément tout le temps, hein. Il faut être dans un certain état d'esprit, et non, ça le faisait pas trop. Donc on a regardé la première saison, et puis voilà. Alors, il y a des choses qui titillent, hein. Par exemple le fait qu'un certain personnage qui est censé être mort revienne, ça pose beaucoup de questions, mais ouais. Déçu par rapport à l'original. Et pour finir, on va parler de quelque chose de beaucoup plus sympatoche, puisqu'on va parler de Dan. Oh mon dieu, cet animé, c'est incroyable. Alors il paraît que le manga est très très bien, mais j'ai plus de place pour me lancer dans un nouveau manga, donc je vais pas me lancer dans le manga, je vais me satisfaire de l'animé. Et quel animé, nom de Dieu. Alors Dan, c'est l'histoire d'un couple, c'est une espèce de... C'est un mélange entre comédie romantique et shonen. Donc on a un couple, on a le garçon qui lui est fan d'extraterrestres, et on a elle, dont la grand-mère est elle s'occupe d'un temple, donc elle croit à fond aux esprits. Lui ne croit pas aux esprits, et elle ne croit pas aux extraterrestres. Donc ça va commencer, la série va commencer avec les deux personnages qui se mettent au défi. Il dit toi tu vas là, tu vas voir, on y croise des extraterrestres. Elle lui dit toi tu vas là, on y croise des esprits. Pensant que chacun ne trouverait rien, bien évidemment, et au final il s'avère qu'il y a des extraterrestres et des esprits. Elle a des pouvoirs qu'elle tient de sa grand-mère, et lui va se faire maudire par Meme Turbo, qui est un véritable yokai du folklore japonais, que l'on retrouve par exemple dans Shin Megami Tensei. Mais il va réussir à bien gérer le truc, et de cette malédiction il va en retirer des pouvoirs. Des pouvoirs qui le font parler comme un vieil acteur japonais de je sais pas quelle décennie, mais un vieil acteur en tout cas. Et alors c'est un animé du studio Science Saru, qui est un studio, je vais pas faire, je me la pète, hein, je vais aller chercher l'information pour pas dire de conneries, un studio fondé en 2013 par Masaaki Yuasa et Eun Young Choi. Je ne sais pas du tout qui est Eun Young Choi, mais je sais très bien qui est Masaaki Yuasa, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est le créateur de Ping Pong. Alors c'est Bakemonogatari, j'ai un doute, putain, à chaque fois je confonds. Ah non, je confonds avec Kemonozume. Kemonozume, Kaiba, putain c'était bien. Tatami Galaxy, faut que je le voie. Space Dandy évidemment. Devilman Crybaby, excellent.
Voilà, c'est un mec qui a fait que des trucs excellents. Et donc ils ont fondé un studio qui a fait quoi d'autre? Il y a un studio qui a fait des trucs à sympatoche, il me semble. Même si j'ai pas tout vu. Oui, c'est eux qui ont fait Keep Your Hands Off Eizoken. Et dans les autres trucs, bah, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait d'autre. Alors Yurei Deco et Tatami Time Machine Blues, je n'ai pas vu. Par contre, donc on a Dan Dadan qui est en ce moment en cours, et c'est incroyable. Au niveau de l'animation, c'est génial. C'est l'animation japonaise comme je l'aime. Le truc qui part dans tous les sens. C'est hyper bien travaillé avec une animation. Attendez, bougez pas. Est-ce que je peux trouver un coin, un moment où c'est. N'allez pas voir grand chose, hein. C'est ce genre d'animation là. Alors je suis pas sûr que vous voyez grand chose, mais je suis obligé de faire comme ça parce que sinon YouTube il va me. Mais c'est cette animation là qui part dans tous les sens que j'adore vraiment. Ça me rappelle Hiroyuki Imaishi du studio Trigger. On attend d'ailleurs la saison 2 de Panty Stocking pour l'année prochaine, il me semble. Mais bon, en ce moment, là, je parle de Dan Dadan, qui est génial, et il faut absolument que je continue de le regarder. Et c'est vraiment, si vous aimez l'animation japonaise, je ne peux que vous le conseiller. S'il y a vraiment une série à retenir dans toutes celles que j'ai présentées aujourd'hui, c'est Dan Dadan, sans hésiter. Vous avez compris? Voilà. Bon, par contre, il y a un peu de fanservice aussi. Je vais finir la vidéo avec un tout petit point lecture, mais alors vraiment ridiculement petit point lecture, parce que j'ai 3 milliards de mangas à lire, mais je ne trouve jamais le temps. J'ai néanmoins essayé depuis quelques semaines de me dire, le dimanche, je joue pas, je fais pas de vidéo, je lis. C'est compliqué, mais j'essaye quand même. Donc, par exemple, là, ça fait quelques années que j'ai commencé Beastars, et j'ai toujours pas fini Beastars. Il me reste 4 tomes à lire, mais j'arrive pas à le finir. Pourtant, c'est génial, j'adore. Mais voilà, je ne pourrai toujours pas vous dire comment ça finit, parce que je ne l'ai toujours pas fini. Dans les trucs que j'ai fini cette année, bah, ça va être vite vu, je n'ai fini que ça, et c'était très bien. C'est donc les chefs-d'œuvre, le premier tome des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Alors, je suis à jour au niveau des achats dans les Junji Ito, je ne suis pas à jour dans la lecture, hein, puisque pour le moment, tout ce que j'ai lu, c'est Tomie l'an dernier, et celui-ci cette année. Alors, si j'en suis à un par an, sachant qu'ils en sortent 3 ou 4, ça va vite devenir compliqué. Mais en tout cas, c'est génial. Ça, c'est bien pour découvrir, en fait, parce que c'est plein de petites nouvelles qui font 10, 15, 20 pages, toujours des histoires indépendantes. Et je ne vous cache pas que l'histoire, comment s'appelle-t-elle? Il y a une histoire que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle Un rêve sans fin. Je vais pas tout vous montrer, hein, je vous montre ça vite fait. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait des rêves étranges. Toutes les nuits, il s'endort et à chaque fois, son rêve lui semble de plus en plus long. D'abord un jour, 2 jours, une semaine, puis un mois, puis un an, puis ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est... je m'arrêterai, je vais pas aller plus loin que ça, voilà. Je vais pas aller au plus loin que ça au niveau des images, hein, mais c'est quelque chose qui est vraiment, comment dirais-je, ça arrive à être à la fois flippant, et c'est le genre d'histoire qui vous fait cogiter, hein. C'est très inspirant, très flippant, très inspiré aussi également. Bref, j'ai été beaucoup marqué par cette histoire, mais voilà, si vous l'avez lu, ça va vous parler. Si vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas non plus insister là-dessus. Bref, c'est plein de petites histoires. Alors en même temps, à côté de ça, on ne trouve que des livres avec une seule histoire unique. Donc dans tous les cas, si vous voulez vous essayer à Junji Ito, l'avantage c'est que vous prenez un tome qui a bonne presse, et ça vous permet de savoir si ça vous plaît ou pas. Bah, commencez par Tomie au pire. Sinon, je me suis mis à lire Destination Terra, ou Terra E en version originale, qui est un manga de Keiko Takemiya, qui est un manga de science-fiction, un vieux manga de science-fiction des années 70, réalisé par une mangaka qui, d'habitude, était plutôt spécialisée dans le shoujo. Je voulais le lire celui-ci parce que j'avais regardé l'animé il y a quelques années. Alors c'est marrant parce que l'animé date des années 2000-2010 alors que le manga, lui, date des années 70. Et j'avais énormément apprécié l'animé, quelque chose d'assez proche de ce que fait Matsumoto, un petit peu, comment dirais-je. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir qu'il a des pouvoirs et puis il va devenir l'élu. C'est évidemment une représentation du passage à l'âge adulte, hein, un petit peu comme Spider-Man si je puis dire. Bon bref, c'est pas le sujet. C'est de la SF. Alors j'avais énormément apprécié l'animé quand je l'avais vu, mais je saurais plus vous raconter après le scénario. Là pour le moment, j'en suis à un gros tiers du premier tome. Alors on rentre à peine dans le début de l'histoire. En gros, il a été le héros a quitté sa terre natale et il se retrouve dans un vaisseau qui se retrouve au centre de la Terre, mais qui est peuplé
en fait d'une race humaine supérieure, non, différente des humains normaux, mais ils sont traqués à cause de leur différence. Lui, il a par exemple le pouvoir de lire dans les pensées. Mais j'en suis pas beaucoup plus loin pour le moment. Et donc peut-être que je vous en reparle l'an prochain, si j'arrive à trouver le temps de lire les 3 tomes. 3 tomes, alors c'est des gros tomes, hein. On n'est pas sur des tomes de 200 pages, on est sur des tomes de... Je ne sais pas, mais beaucoup, au moins 400 à mon avis, si ce n'est plus. Et puis c'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire malheureusement au niveau des animés ou des mangas, j'ai pas vu plus de choses que ça, ni lu plus de choses que ça, alors que c'est pas non plus les trucs qui manquent, hein, mais voilà. Donc je vais m'arrêter là pour le bilan des animés de cette année. Si vous avez vu des choses cette année que vous conseillez, hein, que vous avez beaucoup aimé, bah écoutez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, et puis on reparle d'animés et de manga sur la chaîne, et bah dans un an, comme d'habitude. Putain, ça passe, hein.